Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. À Dakar, la capitale sénégalaise, se développe peu à peu une forme d'agriculture entrepreneuriale que l'on retrouve particulièrement dans les zones urbaines et périurbaines. D'ailleurs, la mairie de la ville encourage des initiatives allant dans ce sens. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture a mis en place le projet des micro-jardins. L'objectif de ce projet est de développer le concept de ville verte, de créer des alternatives aux conséquences du changement climatique et à la raréfaction des terres agricoles, mais aussi de contribuer au reverdissement des zones urbaines et périurbaines où la végétation est particulièrement absente. À travers notre reportage en première partie d'émission, vous verrez l'impact des micro-jardins sur l'environnement et sa contribution au bien-être des populations. Son émergence dans le pays, mais aussi d'autres initiatives qui visent à garantir la sécurité alimentaire des Sénégalais tout en améliorant leur cadre de vie et en préservant l'environnement. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur ce sujet, en deuxième partie d'émission, nous sommes avec Falilou Diallo, docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Diallo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous pour cette invitation. Et nous nous retrouvons juste après sur ce plateau, mais tout de suite, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Lavande, avocat, menthe, citronnelle, basilic. Entre autres plantes et fruits produits par ces femmes, bénéficiaires de l'encadrement du projet national micro-jardin du ministère de l'Agriculture. Nous sommes à la pépinière municipale de la ville de Dakar, 6 aux HLM Padoua. Ici, la majorité des femmes est du 3e âge. Il y a des diabétiques, mais aujourd'hui, elles rendent grâce à Dieu. Parmi elles, certaines marchaient avec une canne, mais maintenant, elles marchent correctement parce que nous ne cultivons que du bio. C'est bon pour la vision. Il y a beaucoup de femmes qui veulent intégrer le projet. C'est très utile à la société. Un tel jardin, vous le laissez vide, les gens vont l'occuper pour autre chose. Nous avons installé une pompe et y mettons de l'huile de Nîmes. Il n'y a pas de produits toxiques. Bayi Dundé, cette expression wolof, une langue locale qui signifie vivre de sa production, est le maître mot de ces femmes. Salimata, la présidente, a plus de 70 ans. Une bonne partie des légumes consommés par sa famille proviennent de cette pépinière. Par jour, nous pouvons vendre jusqu'à 25 000 francs CFA, soit plus de 38 €. Les pots d'épices et les menthes, par exemple, se vendent très bien. Nous nous en sortons vraiment bien. Nos enfants prennent bien soin de nous, mais nous venons ici pour nous occuper. Ndei Kumba, quant à elle, est hypertendue. Mais elle a recouvré une bien meilleure santé grâce aux bienfaits de ses cultures écologiques. La pépinière est très utile parce qu'elle soigne. J'aurai bientôt 60 ans, mais je me sens très bien maintenant. Je viens ici tous les jours. Quand nous avons mal à la tête ou aux pieds, notre pharmacie c'est ici. Auparavant, j'étais hospitalisée presque 6 fois dans l'année. Mais depuis que j'ai fait des infusions avec la chose et la mélisse, je vais beaucoup mieux. Je continue toujours à boire mes médicaments de l'hôpital. Tous ceux qui me connaissent ont vu une grande différence en moi. La mairie de Grand Yoff, l'une des 19 communes d'arrondissement de la ville de Dakar, a offert aux femmes cette lampe solaire, mais elles ont 3 doléances particulières. Le manque d'eau, d'arrosoir et la clôture du site. La mairie de Dakar a promis de nous clôturer le site, mais depuis lors nous attendons. Nous en avons vraiment besoin pour plus de sécurité. Ce moniteur d'agriculture est un policier à la retraite. Régulièrement, il vient s'approvisionner ici.
Les produits bio sont incomparables aux autres produits. Même le parfum est très bon. Et en plus, je peux les garder à la maison 10 jours sans problème, ce qui n'est pas le cas avec d'autres produits. En période de vache maigre, j'achète pour 2000 francs, soit 3 €. J'apprécie énormément le travail de ces femmes. Dans cette autre pépinière, située au Mariste, un quartier chic de Dakar, les femmes ont déjà récolté. Il y a quelques années, elles démarraient le projet avec 50 000 francs CFA, soit près de 76 €. Nous sommes un GIE, un groupement de femmes. Nous faisons des transformations en céréales locales et des fruits et légumes. Maintenant, nous cotisons chaque mois 2500. Après, l'idée nous est venue de faire du micro-jardinage. Après, on a contacté M. Diop, qui est à l'horticulture. Après, c'est lui qui nous a financé. Il nous a fait une formation de 2 mois, gratuitement. Nous n'avons rien payé, vraiment. Celui qui a amené le bois, celui qui a amené le micro-macro, plus les pépinières. Fort de 35 ans d'expérience dans l'horticulture, Dr Yougagnan confirme que les femmes n'utilisent que des produits naturels. Il faut d'abord expliquer que le micro-jardinage, c'est un projet. Parce que dans le cadre général, on dit les cultures hors sol. Les cultures hors sol, c'est-à-dire que les cultures qui ne se font pas in situ, sur le sol. Et c'est une agriculture qui est pratiquée dans les villes. À l'origine, c'était dans les villes où il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc dans les toits des maisons, dans les courettes, etc., les gens faisaient de l'horticulture pour un peu l'alimentation humaine. Et puis c'est dans ce cadre-là, comme maintenant c'est de l'agriculture qui est rattachée aux villes, donc forcément on ne doit pas utiliser des produits dangereux. Dans les maisons aussi, il y a les enfants, il y a les femmes enceintes, donc on ne se doit pas utiliser des produits dangereux. Donc forcément c'est du bio. Selon un agent du ministère de l'Agriculture, toutes ces réalisations sont le fruit de l'encadrement du projet national micro-jardin du dit ministère, un projet qui lutte contre l'insécurité alimentaire en facilitant l'implantation de jardins communautaires ou individuels. Cet homme réussit bien son compost. Il recycle des déchets verts qu'il amasse en tas. En fait, c'est qu'au Sénégal, il y a un sacré problème de déchets. En fait, nous, ce qu'on fait, tout ce qu'on met comme épluchure, comme déchets de la cuisine, mais ça, c'est dans toutes les maisons du Sénégal. C'est 11 millions de familles qui ont ce problème, quoi. Et sur 11 millions de personnes, on aurait pu faire revivre le Sénégal, l'agriculture du Sénégal avec ça. Et ça, c'est une sacrée solution pour tout le monde. Les jeunes volontaires de l'environnement sont aussi dans cette forme d'agriculture familiale. L'organisation, représentée dans 27 pays, compte aussi des membres dans 9 des 14 régions du Sénégal. Nous avons jugé nécessaire de créer cet espace-là, donc ce micro-jardin-là, qui juste pour d'abord absorber les quantités de gaz à effet de serre que nous-mêmes nous produisons au bureau, mais aussi pour montrer l'exemple à beaucoup d'autres personnes qu'on peut être autosuffisant rien qu'avec sa terrasse. Par exemple, le papaye que vous avez vu derrière vous, donc ça nous vient du projet Bon Geste qu'on a fait à Thiès. Donc dans le cadre du projet Bon Geste, un projet d'éducation à l'environnement où nous avons installé des jardins et des trucs. Donc il y a eu un petit financement qu'on avait eu de l'ambassade des Pays-Bas que nous remercions. Nous avons installé un vrai jardin dans les lycées de Thiès. Et quand nous avons fait les plantations et tout ça, nous avons pris l'échantillon là pour que ça vienne représenter le projet Bon Geste. Donc ce sont ces 2 papayes là. Donc ces 2 arbres que vous voyez, ça nous vient de la dernière campagne de reboisement. Donc ça, c'est des ombragers que nous avons reboisés. Ça c'est de Sédhiou à Dakar. Donc tous les ombragers qu'on a reboisés, c'est ça qui les représente. Donc les 2 cocotiers que vous voyez, donc c'est les milliers de cocotiers que j'ai eu à planter avec le capitaine John, que je salue, et de l'agence de la Grande Muraille Verte. Et j'en ai pris 2 que j'ai laissés dans le jardin. Donc ces plantes-là nous viennent du lycée de Thiaroye. Donc ces citronnelles-là, ça fait 3 ans ici et ça nous vient du lycée Limamoulaye. Donc on a fait un projet là-bas et M. Gueye,
le responsable du jardin nous a offert ces citronnelles-là et depuis on l'utilise. Cette plante nous vient d'Éthiopie, donc on est allé faire là-bas une manifestation sur l'agroécologie et il y avait des graines qu'on avait exposées. J'en ai pris quelques, quand je suis venu je les ai essayées, ça a donné ça. Et l'autre chose aussi qui a fait qu'on a créé ce jardin, c'est qu'ici il y a un manque d'eau terrible. On utilise beaucoup de bouteilles de Kiren et après on ne savait pas quoi faire de ces bouteilles. Comme nous on travaille aussi dans la gestion des déchets, nous nous sommes dit c'est le moment aussi de revaloriser tout l'ensemble de ces bouteilles-là et l'ensemble des ustensiles qu'on utilise ici dont on n'a plus besoin. Voici l'initiateur du Quartier Vert Challenge, un vrai défenseur du changement climatique. Ses nombreux voyages lui ont ouvert les yeux sur le rapport que l'homme doit entretenir avec la nature. L'idée du Quartier Vert Challenge, pour moi, c'est très simple. C'est améliorer notre cadre de vie. Au Sénégal, nous voyons souvent que la rue n'est pas prise en compte. Tout ce qui est mauvais dans nos maisons, nous le mettons dans la rue. Nous ne valorisons pas la rue et pourtant, nous pouvons bien avoir des ruelles vraiment vertes et jolies comme dans d'autres pays. C'est pour cela que je me suis dit, après avoir fait un peu le tour du monde, dans beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de choses se faire dans le monde, des initiatives qui sont vraiment extraordinaires. Je me suis dit, pourquoi pas créer une originalité au Sénégal. Nous n'avons pas trop de moyens, mais nous avons les moyens en réalité. Beaucoup de gens ne le savent pas. Les moyens ne sont pas balèzes. C'est juste mettre les quartiers propres, planter, arroser, protéger. Salut. Des fraises, ça fleurit encore. Encore. Ça, je vais récolter aujourd'hui. Donc là, des betteraves. Le coordonnateur du Camp Climat Sénégal passe beaucoup plus de temps ici que dans sa chambre ou son salon. Sa terrasse fraîche et parfumée a pris le dessus. Il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de verdure. J'aime travailler ici, j'aime recevoir mes amis ici, j'aime voir mes enfants ici jouer, apprendre leurs leçons ici. Donc je peux dire c'est le meilleur endroit de la maison. Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est vraiment des plantes comestibles, des fleurs, beaucoup de plantes comestibles, surtout les plantes aromatiques. Chez moi, depuis des années, on n'utilise pas de bouillon, de produits chimiques pour la cuisine. Nous n'utilisons que des herbes, des menthes, des citronnelles, des marjolaines, des mélisses, des origans, des basiliques, des persils, romarin, ainsi de suite. Mais le plus cool, c'est que depuis 1 an, j'essaye 2 variétés de choses de plantes. Ce sont les fraises. Et je suis coaché par Salif Ba, mon ami des fraises, et des pommiers. Vous voyez, les pommiers sont là-bas. L'environnementaliste souhaite que les terrasses ne soient plus des débarras. Il est conforté par notre ingénieur horticole. C'est une agriculture qui joue un rôle très important dans l'environnement parce que ça permet de recycler des déchets, que ce soit des déchets domestiques, même des déchets animaux aussi. On peut les utiliser dans le substrat pour que les plantes puissent trouver des éléments nutritifs pour leur développement. C'est l'ISRA CDH qui a donc élaboré les fiches techniques. Et ces fiches techniques-là, l'utilisation de ces fiches techniques ne change pas, que ce soit des cultures hors sol ou bien des cultures in situ sur le sol. Donc voilà, donc c'est les idées, comment on fait le semis, comment on fait le repiquage. Donc les moments qui sont choisis pour faire ces cultures-là aussi, c'est les fiches techniques qui les définissent. À 42 ans, Abdou Touré est devenu un influenceur sur les réseaux sociaux concernant la culture urbaine et la préservation de l'environnement de façon générale. Il collabore également avec les écoles parce que persuadé que les enfants sont les graines de l'avenir.
De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Falilou Diallo, docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Diallo, d'abord un mot sur ce reportage que nous venons de voir. Que pensez-vous de l'émergence de l'agriculture urbaine et périurbaine dans le pays et quel sera son impact à long terme sur l'environnement ? Alors, permettez-moi déjà de féliciter votre équipe sur ce reportage qui a été très bien fait, qui montre vraiment des aspects intéressants et importants de cette agriculture. Alors, pour ce qui est de l'émergence, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture urbaine a fait office de nombreux débats. Donc, non seulement elle bénéficie également aujourd'hui de plusieurs programmes et de projets, donc ce qui montre que c'est en bonne voie. Mais également, ce qu'il faut retenir qu'actuellement, il y a une promotion donc, qui est en train de se faire pour cette agriculture. Et je pense que si on met aujourd'hui l'accent sur cette promotion de cette agriculture, donc ça pourrait atteindre un bon nombre suffisant de la population. Déjà, l'agriculture, c'est un secteur qui, disons, qui couvre presque 80, où il y a presque plus de 80% de la population qui mène les activités. Donc déjà, c'est un chiffre qui est très intéressant et très important à tenir en compte. Alors, pour ce qui est de l'environnement, je pense qu'on le voit bien au niveau du reportage, que du point de vue environnemental, on peut retenir que déjà, ça nous permet de maintenir la biodiversité, de créer des espaces verts. Mais l'autre chose importante aussi, c'est le recyclage des déchets, donc qui est un problème au niveau municipal. Ce recyclage des déchets, donc nous avons vu que cette agriculture permet non seulement de recycler les déchets organiques, mais également les déchets plastiques et les déchets, disons, métalliques, donc qui peuvent être office de support de culture. Maintenant, pensez-vous que ces initiatives agricoles en milieu urbain peuvent accroître l'employabilité des femmes et des jeunes ? Je dirais oui, effectivement. Donc si on voit bien on voit que les femmes s'activent bien dans ce secteur, parce que tout simplement, elles y trouvent un bien-être, premièrement, mais aussi c'est un secteur qui est, disons, qui permet d'avoir des revenus. Donc, et cela pourrait être très considérable au niveau du ménage, donc ça pourrait contribuer bien non seulement à la sécurité alimentaire au niveau de le ménage, mais également ça contribue tout simplement au bien-être, donc ça nous permet de satisfaire le besoin au quotidien. Alors pour les jeunes aussi, si on voit même au niveau de l'agriculture urbaine, en milieu réel, donc elle est constituée presque de 65% de ces jeunes sont au niveau de ce secteur. Donc c'est un secteur qui vraiment disons, qui promouvoit l'auto-emploi des jeunes. Alors selon vous, l'entrepreneuriat agricole est-il en progression dans le pays? Où se situe-t-il actuellement? Alors moi je dirais que c'est en progression parce qu'on voit actuellement beaucoup de jeunes, déjà au niveau de des formations, il y a beaucoup de formations émergentes, surtout aujourd'hui avec l'université de Sine Saloum, qui est l'université agricole, les formations aussi qui se situent au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, donc les formations en agroécologie, donc les licences professionnelles, etc., tout ça. Donc déjà, c'est un pas en avant. De plus aussi, on voit que la plupart des programmes au niveau politique, ce sont des programmes qui visent une agriculture, donc un développement de l'entrepreneuriat agricole. Justement, en parlant de programme, en 2014, le programme des Nations Unies pour l'environnement a fait une publication intitulée « Renforcer la résilience des systèmes agricoles urbains, évaluer l'agriculture urbaine et périurbaine à Dakar ». De ce document est ressorti que la population de Dakar a plus que triplé depuis les années 70 et une grande partie de cette croissance urbaine se produit au détriment des terres agricoles périurbaines et dans des zones à haut risque d'inondation. Alors, quelles solutions ou alternatives face à cela? Alors, déjà, la raréfaction des terres. Alors, la raréfaction des terres, je pense que déjà pour développer cette agriculture, il faut de la volonté politique, mais également de la volonté au niveau des citoyens. Parce que aujourd'hui, la plupart de le manque de terre donc, est dû déjà à une croissance démographique, comme vous l'avez dit, mais également il y a des zones où ce sont des zones à potentiel agricole qu'il faut vraiment préserver, parce que ce sont des zones qui, une fois même après installation
construction de bâtiments ou bien d'immobilier, ça n'empêche pas, ça devient des zones toujours inondables. Donc ce sont des zones qu'on pourrait valoriser tout simplement, les protéger pour que ce soit des zones en continu, des zones à utilité agricole. Alors, face à ces défis de l'urbanisation massive et rapide, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, avait aussi lancé en 2001 une initiative pluridisciplinaire appelée « Des aliments pour la ville ». Il s'agit d'assurer l'accès des populations des villes à des denrées alimentaires et à un environnement sain et sans danger. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'en est-il de cette initiative ? Alors, cette initiative, comme aujourd'hui les programmes que vous voyez au niveau des municipalités, ce sont des programmes qui sont en continu. Maintenant, ce qui n'est pas, disons, le fait que ce ne soit pas très visible, donc dépend aussi de la vulgarisation de ces programmes-là. Mais en réalité, donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau de la population. Donc, une certaine couche de la population ont fait une prise de conscience sur le bien-être de cette agriculture urbaine, surtout avec le micro-jardin, qui permet aussi ce qu'on appelle une souveraineté alimentaire. Parce que le fait de produire et de pouvoir consommer, mais également de pouvoir générer des revenus, donc permet non simplement de satisfaire ses besoins en alimentation, mais également de satisfaire ses besoins quotidiens. Et donc du coup, si par exemple on met l'accent sur la promotion de cette agriculture... Justement dans ce cas, comment vulgariser la pratique de l'agriculture urbaine et périurbaine auprès des populations et développer ainsi une conscience citoyenne verte? Alors moi je pense qu'il faut déjà partir de la base, l'éducation. Donc moi je me rappelle, je ne sais pas si toujours ce programme existe, donc au niveau des écoles, il y avait des potagers. Donc on permettait aux élèves de pouvoir être en contact en direct avec la nature et ça leur permettait de voir quelle était l'importance et l'intérêt de faire cela. Donc, et même après, il y avait même des sciences de l'école qui permettaient de déguster cela. Donc ça nous apprenait aussi une certaine éducation alimentaire. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir sur ce programme éducatif. Donc pour voir comment insérer cette activité au niveau des écoles. Donc c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant, très important parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui sont l'avenir de demain. Donc s'ils sont déjà initiés, ils sont déjà informés et sont déjà en contact avec cette agriculture, donc cela pourrait améliorer les choses à mon avis. Et actuellement, que peut-on faire ? Alors, actuellement, que peut-on faire? Donc, on peut faire plusieurs choses. Déjà, au niveau, disons, au niveau production, parce qu'aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire, mais également, on parle disons, de la préservation de l'environnement. Donc, il faut revoir des pratiques qui permettent non seulement de conserver l'environnement, mais qui sont adaptées aux conditions locales. Donc, c'est un aspect qui doit être un facteur, disons, un facteur clé pour le développement de cette agriculture. Alors, revenons à l'agriculture en zone urbaine et périurbaine. Alors, au-delà de l'urbanisation massive et la croissance démographique rapide des populations, à quels défis doit faire face cette forme d'agriculture en Afrique ? Alors, les défis que l'on voit aujourd'hui, déjà, on a parlé de croissance démographique au niveau du reportage, mais aussi il y a l'autre aspect qui est le changement climatique, donc qui est un aspect qui est en train de se ressentir de plus en plus au niveau de tous les pays. Donc, et cela, ce sont des défis qu'il faut vraiment anticiper déjà dès maintenant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire voir comment produire et en adaptant cette production selon les conditions locales. Donc en tenant en compte les facteurs climatiques, mais également la disponibilité des ressources donc naturelles et également, disons, des ressources financières. Et maintenant, quelles sont aujourd'hui les perspectives de développement de l'agriculture urbaine et périurbaine sur le continent? Alors, les perspectives sont nombreuses. Donc, il y a beaucoup de perspectives parce que aujourd'hui, si on dit que par exemple la population d'ici 2050, que la population va tripler, donc et la majeure partie des personnes vont habiter en ville, donc c'est déjà quelque chose qui nous alerte, qui nous informe. Donc les perspectives sont nombreuses, donc c'est de voir comment contourner toutes ces contraintes-là et de mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dispositif ou bien un système qui permet de produire suffisamment en quantité et en qualité pour pouvoir assurer cette sécurité alimentaire. L'agriculture urbaine contribue à lutter contre la pauvreté et la faim dans les couches sociales les plus démunies qui sont, il faut le dire, très éprouvées en temps de crise, comme ce fut le cas avec cette crise sanitaire liée à la pandémie de
de Covid-19. Alors, comment faire de cette crise une opportunité de légitimer la promotion de cette forme d'agriculture? Effectivement. Donc déjà, comment légitimité, ça montre disons, pour légitimité, en fonction déjà du contexte de Covid-19, nous avons vu que il y a eu beaucoup de contraintes. Donc déjà sur la disponibilité des denrées alimentaires, etc. Donc ça montre l'importance d'intégrer cette agriculture non seulement au niveau familial, mais aussi dans le milieu urbain. Donc cela pourrait contribuer énormément à faire face à ces genre de situations donc, qui peuvent survenir d'un moment à un autre. Donc du coup, moi par exemple, si on prend l'exemple de ces femmes qui font, disons, des tables de micro-jardins, donc si chaque personne avait une table dans sa maison, ça lui permettrait au moins de produire 3 légumes ou bien, je ne sais pas, 3 fruits si possible. Donc je pense que nous connaissons tous cette phrase qui est très courante. Donc pour être en bonne santé, il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Et la question se pose à savoir, est-ce qu'on le fait? Et combien d'entre nous le font actuellement, disons, tous les jours? Monsieur Diallo, merci pour cet éclairage sur l'agriculture en zone urbaine et périurbaine. Nous rappelons que vous êtes docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci. Merci beaucoup également à vous pour cette invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.